de vos amis, que ça vous avait valu le prix féminin en 2015. Et puis, vous avez parlé de votre famille juive d'origine russe, ce qui d'ailleurs vous rapproche de Vincent Jory. Au fond, vous avez bien des points communs. Précisons aussi, je le dis, que l'artiste plasticien immense que fut Christian Boltanski, c'est votre oncle, et il est mort en 2021. Voici donc Le Trait de côte, c'est votre 5e roman, Christophe. Vous enquêtez cette fois donc sur la branche maternelle. Alors vous dites des gaullistes, enfin ça on va le préciser. Et vous partez sur les traces d'Ernest Clouet, qui est votre arrière-grand-père, donc, qui fut donc douanier. Et on suit sa vie. Le point de départ de ce livre, c'est une maison que vous allez, dans laquelle vous allez fureter il n'y a pas si longtemps, après le confinement, je crois, ou peut-être pendant le confinement d'ailleurs. Elle se trouve en bord de mer, bien sûr. Et là, vous trouvez des choses, des photos, des poèmes, des archives. C'est ce qui vous incite à écrire, c'est le fait que vous trouviez ces objets et cette chose parfois mystérieuse. Oui, parce que cette maison, qui est bâtie sur une presqu'île, Oui. appartenait à mon arrière-grand-père. Et donc je la fréquente depuis que je suis né, quasiment, mais je n'avais jamais osé finalement la fouiller, cette maison. Et puis pendant le Covid, mes filles qui s'ennuyaient, qui étaient adolescentes et qui s'ennuyaient un petit peu, ont commencé à tout explorer et elles ont elles-mêmes exhumé donc une boîte métallique dans laquelle il y avait à la fois une sorte d'urne funéraire, dans laquelle il y avait à la fois des faire-part et des poèmes qui avaient été écrits à la main, mais qui n'étaient pas signés. Et une photo aussi importante. Et donc, le point de départ du livre, c'est ça. Je connaissais cette famille, mais leur histoire ne m'avait pas vraiment été transmise, parce qu'elle était très lourde. Et pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'entendre peut-être leur voix. Et aussi, on les aperçoit, on aperçoit 5 personnages sur une photo dont on va parler, et qui, bien sûr, ont eu aussi, pour certains, des destins tragiques. Alors, vous tombez donc vous nous racontez donc, à la faveur de ces recherches, la vie de cet arrière-grand-père qui fut douanier, donc, il s'appelle Ernest Clouet. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est étrange, qu'il est assez taiseux, qu'il est voire dépressif? En fait, c'est le Bartleby du Cotentin. C'est ça, c'est un homme, c'est d'abord être douanier sur une côte déchiquetée comme celle du Cotentin. C'est une vie assez solitaire parce que vous êtes en général une figure plutôt détestée. C'est une terre, un pays de contrebandiers, de naufrageurs, donc le douanier c'est l'ennemi. Mais c'est aussi quelqu'un qui est écrasé par son figure paternelle, qui était lui-même douanier, écrasé par sa belle famille, écrasé par la vie. Et donc c'est un douanier qui ne parle pas, c'est effectivement un taiseux, c'est un douanier qui n'a rien à déclarer, mais qui en même temps... Donc vous n'avez pas de souvenir personnel, vous il est mort quand moi j'avais 5-6 ans, donc il doit y avoir quelque part sans doute une photo de lui avec moi dans ses bras, où il doit faire la gueule, parce qu'il est toujours grincheux, mais c'est tout. Donc, et c'est quelqu'un dont on disait qu'il n'avait jamais arrêté qui que ce soit, ce qui est presque un tour de force dans ce pays de fraudeurs. Alors, ce qui est très joli dans le livre, c'est bien sûr la description que vous faites des lieux, bien sûr sur cette côte, Barfleur, et ça, c'est là où est bâtie cette maison, en bord de mer. Et puis aussi, on va le voir, bien sûr, la Creuse, parce qu'il y a une des filles de cet Ernest Clouet qui va devenir institutrice, qui va partir, et qui va aussi, malheureusement, faire un séjour en sanatorium, plusieurs séjours d'ailleurs. Vous teniez à faire de la géographie, je veux dire, à faire aussi de ce livre un livre topographique, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai que c'est un peu un voyage, ce livre. J'ai voulu les suivre, un peu comme un détective privé, donc les suivre à la trace. Donc je suis Ernest sur son fameux chemin des douaniers, et je suis sa fille, Madeleine, le long de ses déambulations, parce qu'elle va attraper la tuberculose, comme une grande partie de cette famille. Comme une grande partie, et c'est ça qu'on apprend dans ce livre, qui malheureusement a décimé énormément de ces familles françaises dans les années 30, et puis même un peu plus tard d'ailleurs. Et en fait, dans cette famille, ils sont 5, il y en a 3 qui vont être emportés par la tuberculose, et elle va aller donc de cure en cure, et faire plusieurs séjours en sanatorium, qui sont, à l'époque,
dans des lieux en général extrêmement éloignés de tout, c'est des lieux de relégation, et qui sont en même temps des bulles hors du monde, et où il se passe beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça a touché énormément de... énormément. Bien sûr. Voilà, moi j'ai une grande-tante qui en est... une tante qui en est morte. Enfin, la sœur de ma mère, pardon de cet aparté. Mais enfin, c'était ce qui nous habite, c'était l'histoire de nos familles. Voilà, oui. Bien sûr. Et aussi, quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que c'était considéré comme une tare. Oui. Quelque chose, c'était une maladie honteuse, étrangement. On pensait même qu'elle était héréditaire, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc c'est un mot, le mot de tuberculose était très rarement prononcé. Oui. C'est vrai que moi, par exemple, je ne sais pas si on m'a dit que c'était ça, mais je l'ai su, j'ai compris après. Alors, grâce à Madeleine, on va aussi découvrir un certain nombre de femmes autour d'elle, de jeunes femmes, et vous en faites des portraits évidemment très intéressants et tout à fait touchants. Ce sont souvent des jeunes filles qui ne s'en sortent que parce qu'elles vont devenir institutrices et qu'elles vont étudier à l'école normale d'instituteurs. C'est une façon de se sortir de sa famille et de gagner de l'argent. Et c'est pas évidemment, c'est un chemin difficile aussi. C'est, je pense, pour ces jeunes filles, effectivement, la seule façon de s'affranchir. Hein. Ce sont des jeunes filles affranchies. Hein. Même ma grand-mère et sa sœur vont devenir l'une et l'autre institutrices. Et sur les photos, elles portent des pantalons, elles ont les cheveux coupés assez courts à la Louise Brooks. Et elles ont aussi cette foi dans l'éducation, dans l'instruction publique. Et c'est aussi un moyen, effectivement, de partir, de quitter le foyer familial et d'avoir un moyen de subsistance. Alors vous dites bien que c'est parfois un peu un enfermement. Hein. Cette école normale, c'était pas très rigolo pour ces jeunes femmes. Elles vont de prison en prison. Elles vont de prison en prison. Elles vont au sanatorium, à l'école. Elles vont dans les pensions. Elles vont à l'école normale, à l'école primaire supérieure, puis ensuite à l'école normale. Et ça, c'est des vies assez monacales. Et ensuite le sanatorium, qui est une dernière prison. Oui, et puis il y aura bien sûr, et d'ailleurs on en parlera avec Vincent Jory, pour certaines qui sont résistantes, qui vont être comme une amie de Madeleine, qui va partir, Marguerite, qui va être déportée, d'ailleurs dans un des convois de Charlotte Delbo. Exactement. Voilà. Elle va faire partie du convoi de Charlotte Delbo vers Auschwitz pour fait de résistance. Et alors Charlotte Delbo va revenir d'ailleurs, puisqu'elle va écrire après. Et c'est ça que vous racontez. Il faut bien préciser aussi, Christophe Boltanski, que cette maison dont vous parlez, qui est au bord de la mer, elle est donc menacée par la mer qui monte. Est-ce que vous diriez que c'est une maison un peu hantée, après toutes les découvertes que vous avez faites ? Alors, c'est une maison totalement hantée. Ah oui. C'est une maison, je me suis aperçu, en fait, mais assez tardivement, que c'était un mausolée. Que c'était, vous savez, comme dans les églises du Moyen-Âge, le mémoriat, cette crypte où on entreposait des reliques du martyr. Là, tout autour, dans les tiroirs, dans les placards, dans les malles, se trouvaient des éléments, des pièces qui avaient appartenu justement à Madeleine et qui étaient conservées vraiment comme des pièces de musée. Et c'est effectivement un musée qui est menacé de disparition parce qu'il est construit sur un polder au bout d'une presqu'île. Mais cette maison existe toujours. Elle existe toujours. Elle est toute en pierre. C'est un village en pierre, mais qui apparaît comme ça vraiment éternel, mais qui effectivement, avec la montée des eaux et l'érosion, est menacée à plus ou moins long terme. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, Vincent Jory, de le livre m'a beaucoup plu. Tout ce qui a été dit, effectivement, il m'a beaucoup plu parce que pour moi, c'est un livre très proustien. J'aime beaucoup Proust. Et c'est un livre pour moi très proustien. C'est-à-dire que c'est un livre qui part de traces, c'est vrai, mais de traces, donc de photos, de souvenirs, etc. Comme le vôtre, d'ailleurs, un peu. Et un peu, oui, tout à fait. Mais j'ai retrouvé des choses en écho. Et je trouve que ce qu'il fait magnifiquement bien, comme Proust, c'est qu'il part donc de ces traces, de ces photos, etc. Et il prend le temps de divaguer, de réfléchir dessus, de développer, etc. Ce qui, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de livres qui partent de photos. C'est un peu banal, on va dire. C'est un peu banal, c'est un peu cliché. Et le risque, c'est de s'arrêter, comme souvent, à deux, trois. Et je pense que vraiment la force proustienne, c'est d'ailleurs, à un moment donné, vous parlez d'un clocher.
et qui a aussi quelque chose il y a le clocher de Combray, de Proust. Il y a beaucoup de repères géographiques. Voilà, il y a beaucoup de repères géographiques. Paysages, bien sûr. La Normandie est important aussi chez Proust. Enfin, il y a quand même beaucoup de points de... Oui, donc je pense que pour les lecteurs qui aiment Marcel Proust, ils se retrouveront totalement dans c'est formidable. Vous êtes un lecteur de Proust Oui, j'adore Proust. Oui, je relis Proust, mais je me garderais bien de me comparer c'est la même famille, façon. Vous faites partie de la famille proustienne. Il y a beaucoup aussi, évidemment, d'allusions à la poésie. On n'en a pas parlé, mais c'est un mystère, puisque vous découvrez des poèmes que vous allez attribuer à l'un ou à l'autre, et vous recherchez, bien sûr, quels ont été les auteurs, femmes ou hommes, de ces poèmes. C'est vraiment des gens pour qui la poésie est centrale. Et c'est peut-être pas un hasard le fait que ce soit des gens qui soient malades du poumon. Vous savez, il y a un grand poète, Paul Celan, qui dit la poésie, ça se respire. Et donc, c'est de l'air pour eux. C'est presque quelque chose de vital. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup ému, de voir ces jeunes femmes pour qui la poésie est absolument un élément essentiel. Alors qu'elles sont enfermées et qu'elles sont évidemment menacées par la maladie. Alors vous, Vincent Jory, je précise que vous êtes directeur de la rédaction de la revue Transfuge, que vous avez déjà écrit un livre autobiographique, si on peut dire, en 2022, donc sur vos amis, ça s'appelait La Petite Bande, c'était votre environnement, et c'est donc votre deuxième ouvrage aujourd'hui qui s'appelle Archives de Berthe Bandler, donc chez Grasset. Alors c'est le portrait